Et si le plus grand frein à la croissance d'une entreprise, c'était pas son produit, ni sa concurrence, ni même son marketing, mais quelque chose de beaucoup plus brutal. La vitesse à laquelle l'argent rentre. Ah oui, c'est le grand classique. On a tous cette image de l'entreprise qui, sur le papier, est rentable, mais dont le patron passe ses nuits à jongler avec la trésorerie. C'est le cauchemar de beaucoup d'entrepreneurs. C'est une situation où en fait chaque euro qui sort pour accueillir un nouveau client est une source d'angoisse. Pourquoi? Parce que l'argent de ce client, il ne rentrera au mieux que dans 30 ou 60 jours. Et ça crée un décalage mortel. Ça empêche d'investir, de recruter et donc de grandir. On est coincé, quoi. C'est précisément ce plafond de verre que cherche à pulvériser Alex Hormozy dans son livre « 100 000 $ Money Models ». On s'est plongé dedans et il faut le dire, la promesse de départ est assez folle. C'est le moins qu'on puisse dire. Il pose une question qui change tout. Comment est-ce qu'on peut structurer ses offres pour gagner tellement d'argent, et si rapidement, avec chaque nouveau client, que le coût pour en acquérir 2 ou 3 autres ne soit plus jamais un problème? C'est une promesse audacieuse, presque arrogante. Mais ce qui rend sa démarche crédible, c'est que ça ne sort pas d'une école de commerce ou d'une théorie abstraite. C'est né de la peur. De la quasi-faillite même. Exactement. Et pour comprendre ces money models, ces modèles économiques, il faut absolument commencer par son histoire personnelle. Oui, il faut se l'imaginer. On est au début de sa carrière. Il a mis toutes ses économies, absolument tout, dans l'ouverture d'une salle de sport. Contre l'avis de tout le monde. De sa famille. Il est seul. Et la nuit, il n'a nulle part où aller, alors il dort à même le sol en béton de cette salle vide, terrifié à l'idée d'avoir tout perdu. L'approche naît de la survie, pas du confort. C'est ça. Et le déclic, le moment charnière, c'est sa rencontre avec le propriétaire d'un entrepôt de stockage juste en face. Un de ses rares clients à l'époque. Oui, cet homme voit sa détresse et le prend un peu sous son aile. Et un matin, autour d'un café, il lui pose une question qui semble absurde. Il lui dit « Alex, combien te coûte un mois de stockage gratuit ?» La réponse évidente, c'est 0. C'est gratuit, ça coûte rien. C'est même une perte, logiquement. C'est ce que répond Hormozy. Mais son mentor lui sourit et lui dit « Chez moi, un mois de stockage gratuit me rapporte 127 $. Et ce, dès le premier jour. Comment c'est possible? Alors, il lui déroule sa mécanique. Quand un client arrive pour son mois gratuit, la première chose dont il a besoin, c'est un cadenas. Et par sécurité, l'entrepôt exige un modèle bien spécifique, très robuste. Qu'ils sont les seuls à vendre sur place, j'imagine. Évidemment. Et hop, 47 $. D'accord, je vois. Le gratuit commence déjà à ne plus l'être. On est déjà sur une vente. Mais ce n'est que le début. Le mentor continue. Ensuite, ton client, il a besoin de quoi? De boîtes, de rubans adhésifs, de marqueurs. Tout est dispo dans le hall d'accueil. Bien sûr. Et s'il a besoin d'aide pour transporter ses meubles, pas de problème, on a un partenariat avec une société de déménagement sur laquelle on touche une commission. C'est malin. Il anticipe chaque micro-problème que le client va rencontrer. C'est exactement ça. Il continue sur s'il veut déménager lui-même, il peut nous louer des diables, des sangles. Ensuite, il stocke des biens qui ont de la valeur, non. On lui propose donc une assurance complémentaire. Pour qu'il ait l'esprit tranquille. Voilà. Et le coup de grâce, c'est la dernière étape. Il explique que presque tout le monde sous-estime la quantité de choses qu'il possède. Ah oui, l'unité de stockage est toujours trop petite. Presque toujours. Et là, on lui dit, pas de souci pour quelques dollars de plus par mois, on vous donne la taille au-dessus. C'est fascinant. On passe d'une offre simple, un mois gratuit, à une cascade de solutions qui, mises bout à bout, rapporte 127 $. Immédiatement. On comprend que ce n'est pas une vente. Non, c'est un système. Une séquence d'offres qui résolvent des problèmes que le client n'avait même pas encore vu venir. Et voilà, on a la définition même d'un money model. Dans le livre, il le définit de manière un peu plus formelle. C'est-à-dire? C'est une séquence délibérée d'offres conçue pour maximiser le profit généré par un client dans les 30 premiers jours. Pourquoi 30 jours spécifiquement? Car c'est la durée d'un cycle de facturation de carte de crédit. L'idée, c'est que l'argent doit rentrer avant que la facture publicitaire ne tombe. Ce qui est dingue là-dedans, c'est que ça inverse complètement la logique habituelle de l'entreprise. On ne cherche plus la rentabilité à long terme. Non? En espérant que le client reste des années, non, on force la rentabilité dès le premier jour. C'est presque une mentalité de cash flow d'urgence, mais érigée en stratégie de croissance. C'est une stratégie de croissance autofinancée. L'objectif ultime, c'est que chaque client, dans les 30 premiers jours, génère assez de cash pour financer l'acquisition d'au moins 2 clients supplémentaires. Et là, on crée une machine. C'est ça, une machine de croissance qui n'a plus besoin de financement extérieur. Le livre donne un autre exemple que tout le monde connaît.
La location de voiture, on est attiré par une pub à 19 € par jour et on repart avec une facture de 100 €. Et entre les deux, il y a un money model qui s'est déroulé. Le premier pas, c'est le surclassement. L'agent au comptoir vous regarde et dit « Ah, la petite voiture que vous avez réservée, elle risque d'être un peu juste pour votre gabarit. » Hormozy appelle ça le big man in a small car problème. Personne ne veut se sentir à l'étroit. C'est clair. Ensuite, vient l'assurance premium. Pour seulement 25 € de plus par jour, vous n'avez à vous soucier de rien. Pas une rayure, rien. Qui a envie de stresser pour sa caution en vacances? Personne. Et puis il y a l'option du carburant prépayé. Oui, vous n'aurez pas à chercher une station-service en urgence pour attraper votre vol de retour. Chaque offre est une petite prime qu'on paye pour acheter de la tranquillité d'esprit. Ce qui est fascinant dans ces deux exemples, la voiture et l'entrepôt, c'est qu'on y retrouve les mêmes mécanismes. Absolument. C'est comme si Hormozy avait identifié des briques de base, des Lego, qu'on peut assembler pour construire ces machines à cash. C'est ça, ces fameux piliers, non? C'est exactement ça. Il a déconstruit tout ça pour en extraire une boîte à outils universelle qui est composée de 4 types d'offres. D'accord. Le premier pilier, la fondation de tout, ce sont les offres d'attraction. Leur seul et unique but, c'est de transformer un prospect en client, de manière rentable, dès la première interaction. Il donne l'exemple du défi « gagner le remboursement ». L'idée est simple, le client paye le plein tarif pour un service, disons 500 € pour un programme de remise en forme. D'accord? Mais on lui promet un remboursement intégral s'il atteint un certain résultat, comme perdre X kilos. Ça paraît risqué, on peut y perdre de l'argent, non? C'est là que la psychologie est brillante. D'abord, l'entreprise, elle encaisse les 500 € immédiatement. La trésorerie est là. Ok. Ensuite, la plupart des gens, même avec la meilleure volonté du monde, n'iront pas jusqu'au bout. Le remboursement est conditionné à un effort du client. Oui. Et même pour ceux qui réussissent, l'entreprise a maintenant un témoignage client spectaculaire qui vaut bien plus que les 500 € remboursés. C'est redoutable. Et l'autre technique qu'il mentionne, c'est l'offre-leurre. Oui, l'offre décoille. On voit ça partout, notamment dans les logiciels. On propose une option gratuite, mais elle est tellement limitée qu'elle est presque utilisable. D'accord. Son seul but, ce n'est pas d'être utilisé, c'est de mettre en lumière, par contraste, la valeur immense de l'offre payante juste à côté. Le gratuit sert de faire valoir au payant. D'accord. Donc, une fois que notre offre d'attraction a fonctionné, que l'inconnu est devenu client, le plus dur est fait. Il a sorti sa carte de crédit. Exactement. Et c'est là qu'on passe au deuxième pilier. Une fois qu'il est psychologiquement engagé, Absolument. C'est le moment parfait pour lui proposer quelque chose en plus. C'est le deuxième pilier APES, les offres de vente additionnelles, les fameux upsells. L'analogie universelle, c'est McDonald's. Vous voulez des frites avec ça? classique. Le coût pour ajouter les frites est minime, mais la marge sur cette vente additionnelle est énorme. Le livre va plus loin avec une technique qu'il appelle le rollover upsell. Ça m'a paru particulièrement puissant. C'est très efficace. L'idée, c'est de créditer l'argent que le client vient tout juste de dépenser pour l'inciter à passer au niveau supérieur. Donne-moi un exemple. Imagine, un client achète un cours en ligne à 200 €. Juste après son paiement, on lui dit « Félicitations, sachez que nous avons un programme complet avec coaching à 1 000 €. Comme vous venez nous rejoindre, les 200 € que vous venez de payer sont considérés comme un acompte. » Donc, il ne reste que 800 € à régler pour y accéder. Voilà, la barrière psychologique des 1 000 € a disparu. C'est très habile. Mais ça soulève une question. On a tous vécu cette expérience désagréable où on a l'impression d'être une vache à lait où le vendeur insiste. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on gère le refus sans braquer le client? C'est une objection cruciale. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, qui est tout en finesse, les offres de vente dégradées ou downsells. Et là, Hormozy est très clair. Sur quoi? L'erreur absolue serait de juste baisser son prix. Si le client dit non à l'offre à 1 000 €, il ne faut surtout pas dire « Ok, alors je vous le fais à 800 €. Pourquoi? Ça dévalorise complètement l'offre initiale. Et ça apprend au client qu'il suffit de dire non pour avoir un rabais. Exactement. Un downsell n'est pas une promotion, c'est une restructuration de l'offre pour quand même obtenir un oui. On ne baisse pas le prix, on propose une alternative. Comme quoi? L'exemple le plus simple, c'est le plan de paiement. Le client refuse l'offre à 800 €. On lui propose, je comprends, et si on mettait en place un paiement 4 fois 200 €, le prix total est le même. Mais on a levé la barrière de la sortie de cash immédiate.
C'est ça. On n'échange pas le prix contre rien. On échange la flexibilité de paiement contre l'engagement du client. C'est une nuance essentielle. On sauve la vente et la relation. C'est une porte de sortie honorable pour tout le monde. Et ça nous mène logiquement au dernier pilier. Qui vise à pérenniser cette relation. Oui, C'est le quatrième pilier, les offres de continuité. Le but, c'est de transformer cette première série de transactions en une relation prévisible et à long terme. C'est la clé pour sortir de la mentalité d'urgence et construire une entreprise stable. concrètement, ça ressemble à quoi? Des abonnements? Ça peut être des abonnements, bien sûr, mais il y a des manières plus subtiles. Par exemple, proposer d'annuler des frais d'inscription de 200 € en échange d'un engagement sur 12 mois. Plutôt qu'un paiement mensuel sans engagement. Exactement. Ou encore, offrir des bonus exclusifs ou un accès anticipé aux nouveautés pour les membres annuels. L'idée, c'est de toujours récompenser l'engagement sur le long terme. Ça sécurise les flux de trésorerie futurs. D'accord. On a donc ces 4 briques à Putop. Attraction, upsell, downsell et continuité. Mais là, ça fait beaucoup d'un coup. J'imagine un entrepreneur qui nous écoute et qui se dit « c'est génial, mais c'est une usine à gaz ». Oui, par où est-ce que je commence? C'est ça. Tenter de tout construire en même temps, ça semble être la recette parfaite pour l'échec. C'est le piège. Et le livre insiste énormément là-dessus. La complexité est l'ennemi de l'exécution. C'est pourquoi il propose une approche très pragmatique, en 3 étapes. Lesquels? Étape 1, obtenir de l'argent. C'est la phase de survie. On se concentre sur une seule et unique offre d'attraction. Une seule. On ne s'éparpille pas. Surtout pas. On la teste, on la mesure, on l'optimise jusqu'à ce qu'elle fonctionne de manière fiable et rentable. Tant que ce moteur d'acquisition n'est pas parfaitement rodé, on ne touche à rien d'autre. On ne passe à la suite que lorsque l'arrivée de nouveaux clients est prévisible et qu'elle ne coûte pas d'argent. C'est ça. C'est seulement à ce moment-là qu'on passe à l'étape 2. Obtenir plus d'argent. Maintenant qu'on a un flux constant de nouveaux clients, on vient greffer sur ce flux les upsells et les downsells. Pour augmenter la valeur de chaque transaction. Exactement. Augmenter la valeur moyenne et accélérer massivement les rentrées de cash. Et la dernière étape, la cerise sur le gâteau. C'est l'étape 3. Obtenir le maximum d'argent. Une fois que les 2 premières étapes sont solides, maîtrisées, on ajoute la brique de la continuité pour maximiser la valeur à long terme de chaque client. Pour lisser les revenus et construire une vraie prévisibilité. Voilà. Commencer par la continuité avant d'avoir un flux de clients stable est une erreur fatale. Il y a une phrase dans le livre qui résume parfaitement cette idée et qui m'a marqué. La simplicité permet de grandir, la complexité mène à l'échec. C'est tellement vrai. L'objectif n'est donc pas d'avoir 100 produits différents, mais peut-être d'avoir 100 manières intelligentes de vendre ces quelques produits phares. C'est toute la philosophie du livre. Ce n'est pas un catalogue de tactiques à empiler, c'est un plaidoyer pour la construction d'une machine à cash élégante et efficiente, brique par brique. Finalement, on comprend que ce livre est bien plus qu'une simple collection de techniques de vente. C'est un vrai changement de paradigme. Oui, sur la façon de penser le financement de sa propre croissance. L'idée n'est plus de courir après les investisseurs ou d'attendre passivement que les bénéfices tombent à la fin du trimestre. 1. Il s'agit d'architecturer activement ses flux de trésorerie pour que le manque d'argent ne soit plus jamais le facteur limitant. Le goulot d'étranglement. Hormozy le présente lui-même comme un livre de recettes pour gagner de l'argent. C'est une collection de modèles testés sur le champ de bataille. Il veut redonner le pouvoir aux entrepreneurs en les faisant passer d'un modèle où l'on prie pour faire des bénéfices À un système où on les génère méthodiquement. dès le premier contact client. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une pensée un peu provocatrice. En découvrant ces stratégies, on peut se sentir un peu mal à l'aise, non? On peut, oui. On marche sur une ligne fine entre le service intelligent et ce qui pourrait ressembler à de la manipulation. Mais l'auteur a une phrase très forte là-dessus. Laquelle? La vente forcée est pour les produits faibles. C'est une idée fondamentale. Si l'application de ces modèles semble forcée ou malhonnête, le problème n'est peut-être pas dans le modèle. Mais dans le produit lui-même. Exactement. Et c'est la question qu'on peut se poser pour conclure. Est-ce que les offres qu'on propose à chaque étape, l'upsell, le downsell, la continuité, résolvent de vrais problèmes pour le client? Est-ce qu'elles apportent une valeur réelle et supplémentaire? Si la réponse est oui, alors on n'est pas en train de manipuler, on est en train d'aider, de servir. Et si la réponse est non? Alors, le problème est bien plus profond que la simple stratégie de vente. C'est peut-être la question la plus importante à méditer.